Mes chers compatriotes, partout dans le monde, à la fin de chaque année, quelle qu'en soit la date ou le calendrier, les familles ont l'habitude de prier, de manger, de boire, de danser ensemble et de se présenter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Mais cette pratique-là n'est valable que pour les peuples libres et prospères qui vivent dans des conditions humaines acceptables. C'est pourquoi présenter des vœux de nouvel an au peuple congolais apparaît à mes yeux comme une sorte d'indécence, de cynisme à l'égard de nos frères et sœurs qui vivent en permanence dans le deuil, avec leurs familles, femmes et enfants qui tombent chaque jour sous la balle ou sous la machette de leurs bourreaux. C'est une marque de cynisme à l'égard des nombreuses familles congolaises qui passeront ces fêtes de fin d'année dans des conditions sociales déplorables. Je pense ici à des familles, à des milliers de familles congolaises chassées de leurs terres et de leurs maisons et qui errent avec femmes et enfants dans les forêts. Je pense aussi à tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux sans possibilité d'assurer leurs soins de santé, ainsi qu'à ces enfants qui, dans nos villes et dans notre capitale, n'auront même pas une demi-bouteille de Coca-Cola comme boisson de fin d'année. Je pense enfin à toutes ces familles abandonnées dans leur taudis et ayant perdu le peu qu'ils avaient au milieu des eaux et des inondations. Je communie profondément, par la prière en ce jour, à la souffrance de toutes ces familles. Chers compatriotes, il y a un an, jour pour jour, le peuple congolais se mobilisait massivement vers les urnes pour élire son président de la République et ses représentants au niveau national et provincial. Durant 10 jours, les Congolais avaient attendu le verdict de leur choix, convaincus que cette fois, ils allaient mettre définitivement fin au système sanguinaire et immoral d'occupation incarné par un homme, Joseph Kabila. L'espoir était d'autant plus fondé parce que toute la communauté internationale, plus particulièrement les capitales occidentales, s'étaient mobilisées aussi et avaient juré les mains sur le cœur qu'elles allaient tout faire pour faire respecter la volonté souveraine du peuple congolais. Mais tard dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019, la CNI avait lâché sa bombe meurtrière sur Kinshasa et sur les antennes des médias internationaux. Elle avait annoncé le hold-up électoral le plus célèbre de l'histoire de l'Afrique. Le monde entier avait retenu son souffle et tourné ses yeux vers le peuple congolais. Oui, tout le monde s'attendait en effet à une implosion de colère populaire qui allait ébranler le fondement des institutions iniques à Kinshasa. Mais rien n'a été fait. Après quelques jours d'hésitation et d'angoisse, les forces maléfiques d'occupation, appuyées par leurs complices congolais, ainsi que par les mêmes capitales occidentales qui avaient hypocritement crié au scandale au début, tous à l'unisson ont entonné l'hymne national à l'honneur de ce qu'ils ont appelé cyniquement la première alternance pacifique et civilisée en République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Cerise sur le gâteau, la coalition des fraudeurs au pouvoir à Kinshasa s'était même engagée, n'eût été le tollé général des populations congolaises, à commémorer avec faste cette mascarade le 24 janvier prochain et proclamer officiellement cette journée de la honte, la journée de l'alternance. Comme on le voit,
l'histoire de la RDC depuis l'occupation en 1997 n'est truffée que de falsifications, de tricheries, de mensonges et de contre-vérités. Mais par ailleurs, alors que d'un côté, elles se réjouissaient toutes de l'alternance démocratique et pacifique intervenue au Congo, de l'autre côté, les mêmes capitales occidentales, Washington, Paris, Londres, Berlin et Bruxelles, ainsi que l'Union européenne et l'ONU, exercent en même temps des pressions sur Félix Tshisekedi pour qu'il se libère de la tutelle de Joseph Kabila, qu'il a choisi et placé à la tête du pays. Quelle aberration! S'il y avait eu réellement alternance en RDC, avait-on encore besoin de demander instamment au nouveau président de se libérer de la tutelle de son prédécesseur plusieurs mois après la passation des pouvoirs? C'est là la preuve tangible que l'ancien président n'est pas parti du pouvoir. Mais tout cela nous arrive pourquoi? Parce que la communauté internationale sait que ce qu'elle ne peut oser faire nulle part ailleurs au monde, elle peut se le permettre en République démocratique du Congo sans que personne, même pas les Congolais eux-mêmes, ne lève le petit doigt pour protester. C'est là que se situe l'une des causes profondes du drame congolais. Nous sommes un peuple qui accepte tout sans critique et qui subit tout sans broncher. Et c'est depuis l'époque coloniale que le peuple congolais traîne derrière lui cette triste réputation d'une colonie modèle par rapport aux autres peuples africains. Et pour preuve, à cause de sa torpeur et de sa docilité morbide, le peuple congolais, la colonie congolaise, avait été baptisé d'un drôle de surnom par les colonisateurs belges. En effet, les Belges avaient surnommé le Congo belge le pays des hommes tranquilles. Heureusement que le peuple quinois a fait sauter cette honteuse étiquette un certain 4 janvier 1959. Ce jour-là, les Belges ont été surpris de voir que les hommes tranquilles s'étaient brusquement transformés en patriotes révolutionnaires enflammés du feu de liberté. Jeunesse et élite d'aujourd'hui, nos pères, vos grands-pères des années 1959 n'avaient presque pas de bagage politique et intellectuel quand ils ont secoué le joug colonial. Car dans les années des indépendances africaines, alors que les autres peuples africains disposaient déjà des cadres politiquement très avancés dans l'exercice de la res publica, le peuple congolais, lui, était tenu loin de la dynamique et préparé plutôt à subir encore 30 ans d'un régime d'apartheid savamment planifié par Bruxelles. Mais vous, jeunesse et élite d'aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse, ni aucun prétexte devant l'histoire. Car 60 ans après, vous êtes centré dans l'ère du numérique et le monde n'a plus de secret pour vous. Vous disposez de tous les paramètres nécessaires pour juger la capacité, la sincérité, le sérieux et l'intégrité de vos dirigeants politiques. Mais si aujourd'hui, vous en êtes encore à apprécier vos dirigeants politiques en fonction seulement de vos liens affectifs, familiaux et tribaux, ou de vos rapports d'intérêt avec eux, sachez-le, vous porterez devant l'histoire, autant que vos leaders politiques d'aujourd'hui, l'entière responsabilité de la décadence actuelle de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes,
ne vous y trompez pas. La planète Terre sait que l'alternance démocratique n'a jamais eu lieu en République démocratique du Congo. Car dans l'entendement politique et scientifique du terme, et je me réfère ici à la thèse du professeur Léon Hamon, Nécessité et conditions de l'alternance, de la page 19 à la page 43, l'alternance politique se produit lorsque les partis appartenant aux courants différents se succèdent au pouvoir. Il ne s'agit pas ici de coalition ou de cohabitation, non. Il s'agit ici de succession. En pratique donc, l'alternance démocratique consiste au renversement de la majorité politique lors des élections présidentielles et ou administratives et législatives. Telle est l'acception universellement admise de l'alternance démocratique. Or, chez nous, en République démocratique du Congo, notre situation ne correspond en rien avec la notion d'alternance démocratique. D'abord, parce qu'il n'y a pas eu d'élection réellement démocratique. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas eu succession d'une nouvelle majorité par l'ancienne. C'est l'ancienne majorité qui, ayant perdu les élections, a fait appel à un autre groupe politique qui lui aussi avait perdu les élections, mais qui a accepté de signer un accord secret pour maintenir l'ancienne majorité au pouvoir en échange d'un poste honorifique de la présidence de la République, mais sans effectivité du pouvoir. Telle est la réalité. Elle est cocasse et ubuesque, mais c'est la réalité de la situation politique de la RDC dans laquelle le hold-up électoral du 10 janvier 2019 nous a plongés. Car nous ne devons pas perdre de vue que grâce à ce hold-up électoral, le fraudeur principal, Joseph Kabila, et les occupants rwandais assistés de leurs complices et collabos congolais sont sortis beaucoup plus forts qu'avant les élections de décembre 2018 et suite à une majorité frauduleuse au Parlement, au Sénat et dans les assemblées provinciales, ils gardent le pouvoir. Mes chers compatriotes, si j'insiste sur ce grossier mensonge au sujet de l'alternance, c'est bien parce que nos ennemis s'en servent justement pour entuber le peuple congolais et l'endormir en lui faisant croire qu'il vient de franchir maintenant une étape importante de son histoire, l'étape de l'alternance, qui le conduira demain vers les lendemains meilleurs. J'estime que nous avons l'obligation de secouer notre peuple et de le sortir très rapidement de cette dangereuse illusion. Et moi, j'ai mis en gage personnellement. Car à travers ce mensonge, l'occupant rwandais a réussi déjà à créer les meilleures conditions idoines pour accélérer le processus de mise à mort de l'État congolais. Et pour y parvenir, l'occupant rwandais se sert malheureusement d'un fils du pays, Félix Tshisekedi, pour parachever ce processus. C'est pourquoi, après toute une année de comédie politique au sommet de l'État congolais, je voudrais épingler avec vous quelques faits symptomatiques qui montrent qu'il n'y a pas eu d'alternance en RDC. Je voudrais donc relever quelques faits qui prouvent que Joseph Kabila n'a jamais quitté le pouvoir, qu'il conserve jalousement, mais que par contre, c'est plutôt Félix Tshisekedi qui n'a pas pu entrer en possession du pouvoir régalien reconnu au chef de l'État congolais. Prenons le cas qui concerne l'exercice de son pouvoir. Après une année, Félix Tshisekedi n'a pas réussi à se débarrasser du joug de Joseph Kabila. Bien plus grave, au joug déjà pesant de Joseph Kabila, Félix a ajouté celui de Paul Kagame, auquel il s'est assujetti
tant sur le plan diplomatique, politique que sécuritaire. Concernant l'occupation de ses bureaux officiels, un an après, Félix n'est toujours pas parvenu à occuper ses bureaux officiels du Palais de la Nation, parce que le Raïs refuse, semble-t-il, de libérer toutes les pièces. Certains de ses proches expliquent qu'à la suite de l'incident mystérieux intervenu en plein discours lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, les frères pasteurs du président lui auraient conseillé de ne plus occuper ses bureaux. Quel drôle de pasteur qui fuit les esprits méchants au lieu de les délivrer et de les chasser. Troisième point concernant les avions présidentiels. Un an après, Félix Tshisekedi n'a toujours pas pris possession des 2 avions présidentiels parce que son prédécesseur continue de les employer tous. Ces avions sont souvent aperçus, tantôt en Tanzanie, tantôt au Rwanda. Et quand ils reviennent à Kinshasa, ils sont immédiatement garés sur les tarmacs des forces aériennes où ils sont mis sous la garde des militaires de Kingakati. Concernant la défense nationale, après une année de galère, Félix Tshisekedi n'est toujours pas parvenu à assumer les prérogatives constitutionnelles et régaliennes du commandant suprême des forces armées. En effet, suite aux accords qu'il a signés avec Kabila, le président nommé n'a pas le pouvoir de procéder seul à la nomination des nouveaux membres de l'état-major de l'armée. Par conséquent, plusieurs centaines de généraux et officiers rwandais placés par Joseph Kabila et Paul Kagame sont toujours maintenus aux postes clés et aux fonctions stratégiques qui relèvent du haut commandement militaire des forces armées congolaises. Et ces officiers continuent toujours de recevoir les ordres de leur ancienne hiérarchie rwandaise comme avant le 24 janvier 2019. Ainsi, concernant la mise en place d'un QG avancé des FARDC à Béni, autour de laquelle on a fait beaucoup de bruit pour faire croire que Félix avait repris le contrôle de l'armée, mais la réalité a montré qu'il s'agit là encore d'un arrangement intervenu à l'issue d'une concertation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour apporter quelques timides aménagements dans la 3e zone de défense qui comprend le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, Maniema, Chopo, Bauele et le Haut-Ouélé. Mais quelques jours seulement après cette mise en place, nous avons vu débarquer à Béni les Michi Dominichi, les fidèles des Raïs, les généraux John Numbi et Amici Tango Fort. Inutile de vous dire que leur descente à Béni vise à contrer tous les effets qu'on pouvait attendre de la mise en place pompeusement annoncée par Félix Tshisekedi. Concernant les promesses de paix à l'est de la République, durant toute l'année, Félix Tshisekedi a égrené un chapelet de promesses pour ramener la paix à l'est du pays, mais la réalité a démontré que le climat d'insécurité n'a jamais été aussi dramatique à l'est de la République toute l'année 2019. Pour preuve, le soir même du discours de Félix Tshisekedi devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, après qu'il ait vanté cyniquement le retour de la paix, le même soir, les bourreaux plutôt du peuple congolais ont frappé. Ils ont tué, ils ont exécuté plusieurs dizaines de Congolais à Béni pour prouver qu'ils restaient toujours les maîtres du terrain. Enfin, concernant le processus d'occupation lui-même, c'est dans ce domaine que Félix a montré aux Congolais qu'il est plus dangereux et plus nuisible que Joseph Kabila. Point n'est besoin de vous rappeler que
que depuis que Joseph Kabila a placé Félix Tshisekedi à la présidence de la République avec la bénédiction préalable de Paul Kagame, le Rwanda a officiellement accru sa capacité de domination sur la RDC dans tous les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques et financiers. Félix Tshisekedi a été proclamé par les journalistes rwandais à Kigali le chouchou de Kagame. C'est un jargon journalistique rwandais qui signifie le garçon de course de Kagame. Ce que Paul Kagame n'osait jamais faire, même en cachette avec Joseph Kabila, il le fait aujourd'hui officiellement avec Félix Tshisekedi. Mes chers compatriotes, la réalité du terrain et les quelques faits que nous venons de citer, et ils sont nombreux, nous montrent clairement qu'il n'y a jamais eu d'alternance en République démocratique du Congo. Elle nous confirme que Joseph Kabila n'a pas quitté le pouvoir. Bien au contraire, lui et son lobby Tutsi rwandais ont plutôt renforcé le contrôle des institutions congolaises. De son côté, Félix Tshisekedi, sur conseil de son associé Vital Kamerhe, a accepté un deal secret pour jouer aux figurants au sommet de l'État. Il a accepté de se contenter des avantages financiers et matériels ainsi que des honneurs protocolaires et diplomatiques liés à la fonction de président de la République. Il faut donc que les militants et fanatiques de l'UDPS qui l'ont suivi dans cette aventure appréhendent cette réalité et arrêtent de faire l'idiot et de jouer au mari trompé qui découvre l'adultère de son épouse. Il faut aussi que la classe politique congolaise de l'opposition cesse de fermer les yeux et de tourner autour du pot. Nous devons tous regarder la vérité en face et pour affronter ensemble ce grave danger qui menace notre existence commune. C'est pourquoi je me tourne ici humblement, mais sincèrement, vers la classe politique congolaise, toutes tendances politiques confondues, et je l'exhorte une fois de plus à faire un effort intellectuel et moral, de transcender leurs frilosités respectives. Essayons donc de mettre de côté nos préjugés réciproques, les uns vis-à-vis des autres, et de faire taire un moment nos sentiments égoïstes, nos susceptibilités personnelles ou collectives. Remontons ensemble, mes frères, notre passé commun, pour voir la trajectoire politique qu'a suivi notre pays depuis le jour de son accession à l'indépendance, le 30 juin, pour déceler ce qui ne va pas. Ce jour-là, un fils du pays, Patrice Emery Lumumba, tout jeune premier ministre d'un jeune État indépendant du Congo, s'était levé et avait crié comme un prophète devant le parterre des autorités coloniales belges ainsi que des nouveaux députés congolais. Il avait en face de lui deux chefs d'État, le roi des Belges, Baudouin Ier, et le président de la République du Congo, Léopoldville, Joseph Kasavubu. Dans son discours devenu historique, Lumumba avait lancé une phrase prophétique. Il avait dit ceci: « Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Fin de citation. Et il fut chaleureusement acclamé par toute la classe politique présente dans cet amphithéâtre du Palais de la Nation. Mais pourquoi ce rêve ô combien sublime de Lumumba, qui transcendait déjà à cette époque le Congo pour se projeter sur l'Afrique? Pourquoi cette vision prophétique
n'a toujours pas été réalisé 60 ans après? Pourquoi le Congo de Lumumba est devenu plutôt le pays le plus colonisé et le plus exploité d'Afrique? Un pays où l'élite politique est aujourd'hui la plus corrompue, la plus instrumentalisée et la plus manipulée d'Afrique par des lobbies politiques et financiers à travers le monde, voire par certains pays africains. Pourquoi une telle décadence? La réponse, à mon avis, se trouve dans l'attitude qu'avait déjà la classe politique congolaise de cette journée-là, du 30 juin 1960. En effet, selon les témoignages de certains historiens, chercheurs et écrivains, à la suite de la colère et de la déception du roi des Belges et de sa délégation, plusieurs leaders politiques congolais qui avaient applaudi Lumumba dans la salle avaient brusquement changé d'avis et rallié la position de leurs anciens colonisateurs. Ils se sont alors mis à manifester leur désapprobation à l'égard des propos tenus par Lumumba, jugés par eux extrémistes et irrévérencieux. C'est ainsi qu'avec l'appui de ces hommes politiques congolais mécontents, le premier ministre belge, Gaston Esquens, avait réussi à persuader Lumumba à lire un deuxième discours conciliant pour attendrir le roi Baudouin lors de la soirée de gala clôturant la cérémonie de la journée de l'indépendance. Ce discours jugé modéré et plus conciliant par la presse belge avait été rédigé, tenez-vous bien, par Gaston Esquens lui-même. Pour Lumumba, qui n'en croyait pas un seul mot de ce qu'il lisait, car pour lui, l'essentiel avait déjà été dit avant midi au Palais de la Nation, devant le peuple congolais et devant le monde. Mes frères, l'histoire n'a pas beaucoup parlé de cet incident, mais je tiens à le relever ici parce que ce fait historique nous révèle que pour la première contre-offensive politique, pour leur première contre-offensive, les autorités politiques belges se sont servis de la classe politique congolaise pour affaiblir le premier ministre Lumumba et pour l'isoler. Ce constat est très important, car il nous révèle que le tout premier allié des Belges dans leur stratégie politique contre le jeune État du Congo belge, du Congo indépendant, a été la classe politique congolaise, autrement dit l'élite congolaise. Mais posons-nous la question, quel genre d'élite congolaise les Belges avaient-ils planifié pour l'indépendance du Congo? C'est le journaliste et écrivain Jean-Pierre Langelier qui nous donne la réponse à cette question dans son livre Mobutu, biographie édition Perrin, sorti en 2017. L'auteur nous révèle à la page 59 de l'existence de deux slogans belges, jamais formulés officiellement en public, précise-t-il. Cependant, ces deux slogans sont très révélateurs de la manière dont les stratèges politiques belges avait sciemment conçu la problématique de la formation de l'élite congolaise. Le premier slogan dit ceci: pas d'élite, pas d'ennui. Pas d'élite, pas d'ennui. Tandis que le second slogan déclare ventre plein, cerveau vide. Ceci nous révèle qu'à l'approche de l'indépendance, les stratèges politiques belges avaient donc sciemment choisi de ne pas préparer une élite politique au Congo pour assurer la relève. Pas d'élite, pas d'ennui. À défaut, il fallait alors
une élite congolaise au rabais. Telle est la face machiavélique de la réalité politique. Mais Napoléon Bonaparte avait déjà dit à l'époque, on gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. Mes chers compatriotes, si j'ai mené toute cette démarche, c'est pour attirer notre attention sur un fait important. La force ou la faiblesse du Congo dépendent étroitement de la qualité de son élite. Les ennemis de la République démocratique du Congo n'ont pas intérêt à voir émerger dans notre pays une élite intègre, crédible, profondément patriotique. Car l'élite d'un pays est la gardienne de la nation. Et si la garde est solide, le voleur aura des difficultés pour voler et piller. Le voleur a donc intérêt à ce que la garde soit plutôt faible, poreuse, inconsciente, cupide, égoïste et corruptible à gré. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut comprendre les turpitudes de la journaliste belge Marie-France Cross du journal La Libre Afrique quand elle écrit sans froid aux yeux que le discours de la résistance que je tiens crée du désordre parmi les Congolais. Comprenez que c'est sa manière de décrier le dérangement que notre discours de réveil crée contre les intérêts politiques et financiers des multinationales pour lesquelles elle travaille. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, tous les leaders politiques congolais, sans exception, savent dans leur fort intérieur que notre pays est totalement occupé, autrement dit, ils savent tous que toutes nos institutions politiques, notre armée, notre police nationale, nos services de sécurité et de renseignement, nos entreprises d'État génératrices de recettes, tous ces secteurs vitaux de notre pays sont sous contrôle des étrangers et que par contre, l'élite politique congolaise, elle, ne contrôle plus rien. Nous savons tous que le petit Rwanda, avec 26 379 km² seulement et 12 millions d'habitants, est parvenu à envahir le Grand Congo avec 2 345 410 km² et dominer les 91 millions de Congolaises et de Congolais. Comment cela a-t-il été possible? Ce phénomène rare dans l'histoire de l'humanité n'a été possible qu'à cause de la complicité et de la médiocrité de la classe politique congolaise. Aujourd'hui, la force du cheval de Troie, que j'appelle moi le cheval de Rwanda, introduit chez nous, je vais parler de Joseph Kabila, sa force, disais-je, vient de sa capacité de contrôler et d'instrumentaliser, de manipuler directement ou indirectement la grande majorité des politiciens congolais, tant dans sa famille politique que dans l'opposition. Aujourd'hui, à cause de la médiocrité et de la corruptibilité de la classe politique congolaise, les occupants rwandais ont réussi à opposer les Congolais entre eux sur la scène politique et pendant ce temps, eux-mêmes ont le loisir de parachever tranquillement le processus d'occupation et de balkanisation de notre pays. C'est donc pour sortir de ce piège que je vous ai proposé à vous, en novembre 2018, un schéma populaire, révolutionnaire et citoyen pour mettre fin à cette crise d'occupation. Mais seulement, ce schéma ne peut réussir que si les leaders politiques congolais acceptent
de consentir le sacrifice d'eux-mêmes, autrement dit, celui de leurs intérêts matériels personnels. Ça veut dire le sacrifice de gains, d'argent, des postes politiques ou militaires et des honneurs. Et je sais qu'une telle décision exige de placer l'amour de la patrie avant nos intérêts personnels. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous serons capables de sortir librement du système inique d'occupation et de rejoindre le peuple congolais en vue de l'aider à déclencher ensemble un grand mouvement citoyen des civils et des militaires qui mettrait définitivement fin au système de prédation établi dans notre pays. Qui d'entre nous peut douter que le retrait de tous les hommes politiques congolais des institutions politiques ôterait le même jour à tout le système en place toute sa crédibilité et toute sa légitimité sur le plan international? Mais la vérité est que si personne n'ose jusqu'ici faire le premier pas dans cette direction, c'est parce que chacun a peur de perdre des avantages matériels liés à sa présence ou à son attachement au système de prédation en vigueur. Or, au moment où nous passons notre temps à ergoter sur la transition, la table ronde, les élections anticipées, mes chers compatriotes, ceux qui complotent contre nous pour nous arracher nos terres et nos richesses sont passés déjà à la vitesse supérieure. Je mesure le risque de ce que je vais vous dire, mais sachez qu'un think tank occidental vient de faire accepter à plusieurs capitales occidentales les conclusions de ces études qui ont abouti à la production d'une nouvelle carte de la République démocratique du Congo déjà balkanisée. Ces trois cartes existent déjà. Ces trois pays balkanisés sont répartis de la manière suivante. Le premier pays comporte 4 anciennes provinces. La province orientale, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, avec une forte ouverture sur le Rwanda et l'Ouganda. Le deuxième pays balkanisé regroupera 3 anciennes provinces, le Kasaï oriental, le Kasaï occidental et le Katanga. Tandis que le troisième pays regroupera les 3 anciennes provinces de l'Ouest, autrement dit l'Équateur, le Bandundu et le Bas-Congo. Ces 3 pays ont été déjà répartis en zones d'influence des puissances occidentales qui en assureront la tutelle. Entendez la préséance dans l'exploitation des richesses minières. Ces dispositifs visent particulièrement à stopper l'intrusion chinoise en Afrique dans le domaine du marché des minéraux. La course aux armements à laquelle se livre aujourd'hui Paul Kagame entre dans la droite ligne de ce plan de bouleversement. Je ne peux fournir à ce stade beaucoup plus de détails pour ne pas exposer mes sources dont j'ai encore besoin pour poursuivre l'évolution de cette opération. Voilà pourquoi j'estime, mes frères, que nous n'avons plus de temps à perdre avec des vains débats. Quant à moi, j'aimerais conclure ce message par vous présenter mes profondes convictions au sujet des différentes thèses développées par les uns et les autres pour sortir de cette crise multidimensionnelle. Je crois que la solution de la crise congolaise ne viendra pas d'une aide quelconque à Félix Tshisekedi, comme certaines personnes me le demandent. Je ne crois pas à la possibilité d'aider Félix Tshisekedi parce qu'il n'est pas tombé
dans un piège comme prétendent certains, mais il s'est engagé en âme et conscience à collaborer avec l'occupant rwandais bien avant les élections de décembre 2018. Il ne s'agit donc pas d'un accident de parcours, mais d'un acte politique prémédité, car depuis déjà plusieurs années, en amont, Félix Tshisekedi s'est attaché aux agresseurs et aux occupants rwandais dans le cadre du choix politique qu'avait fait son défunt père Étienne Tshisekedi, dont les accointances avec le Rwanda datent des années 1996, au début de l'agression du Zaïre. Les documents à ce sujet existent. Je ne crois pas non plus à une aide quelconque à Félix Tshisekedi parce que lui-même n'est pas disposé à se débarrasser de la double tutelle de Paul Kagame et de Joseph Kabila avec lesquels il est lié par des accords secrets bien avant le hold-up électoral. Enfin, je ne crois pas à la possibilité d'aide à Félix Tshisekedi parce qu'il refuse catégoriquement d'emprunter la seule porte de sortie pour lui et pour le Congo. Et cette porte consiste pour lui à renoncer aux accords méphistophéliques signés avec Joseph Kabila, autrement dit, à briser la coalition UDPS-FCC et par conséquent à quitter le premier les institutions uniques. À ce sujet, je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Il est aujourd'hui à la croisée du chemin de l'histoire du Congo et de son propre destin. Soit il restera le plus grand traître de l'histoire du Congo, comme le maréchal Pétain en France, soit il inscrira son nom en lettres d'or dans l'histoire du Congo comme le leader congolais qui a sauvé la République en ébranlant les institutions de l'occupation par une seule décision. Mais saura-t-il prendre cette décision? C'est lui seul qui peut nous donner la réponse. Mes chers compatriotes, je crois que la solution de la crise congolaise ne viendra pas du tout des élections, fussent-elles anticipées. Je le dis parce que dans l'histoire de l'humanité, un régime ou un système d'occupation n'a jamais mis fin volontairement à l'occupation d'une manière pacifique. Ça n'existe pas. Je n'y crois pas parce qu'aucun pouvoir d'occupation n'accepterait d'organiser les élections afin de les perdre pour rendre ainsi à leurs propriétaires les terres qu'il leur a arrachées et qu'ils occupent par la force. L'histoire ne nous en donne aucun témoignage et ce ne sont pas les hégémonistes Tutsis rwandais qui seront les premiers à le faire. Je ne crois pas à la solution des élections parce que l'attitude mentale de l'agresseur et de l'occupant est fondamentalement hostile aux principes universels de la démocratie. Dès lors, tout simulacre d'élection qu'un occupant sera amené à organiser sous la contrainte de l'environnement national et international ne pourra que conduire soit à la falsification, soit à la tricherie. Et nous en avons connu 3 illustrations successives en 2006, 2011, 2018. Pour quelles raisons voudrions-nous chercher à rééditer la même expérience une 4e fois dans les mêmes conditions?
Mes chers compatriotes, je crois que la solution ne viendra pas non plus d'une table ronde ou d'un quelconque dialogue. Je ne crois pas à cette solution d'abord pour les mêmes raisons que j'ai avancées en ce qui concerne les élections démocratiques. Et je ne crois pas non plus à l'organisation d'une table ronde parce que rien que les questions relatives à son organisation susciteront des longs débats et risqueront de prendre des mois, voire des années. Et dans l'imbroglio actuel, la désignation de l'organisateur du débat, l'animateur, les participants au dialogue, tous ces problèmes-là vont susciter et réveiller les démons qui dorment dans l'ombre. Voilà pourquoi, depuis longtemps, je me bats pour une seule alternative à laquelle je crois réellement et que nous n'avons pas encore expérimenté. Il s'agit d'un mouvement révolutionnaire et citoyen de tout le peuple congolais, civil et militaire. Car ce mouvement est seul capable d'ébranler les fondements profonds de cet édifice de l'occupation. Le soulèvement populaire est devenu d'autant plus indispensable parce que la classe politique congolaise a totalement démissionné de sa mission politique de trouver la solution idoine à la problématique de l'occupation de notre pays. C'est pourquoi je termine mon adresse par lancer un appel vibrant vers le peuple congolais, particulièrement la jeunesse et l'élite congolaise d'aujourd'hui, pour lui dire ceci. Faites de l'année 2020 l'année de la rupture avec les leaders politiques congolais qui refusent de divorcer ouvertement et définitivement avec l'ennemi du peuple congolais. Car jusqu'ici, c'est leur attitude hypocrite de collaboration et leur participation aux institutions uniques de l'occupation qui donnent à vos bourreaux du refuge politique et de la crédibilité sur le plan international. Faites de l'année 2020 l'année du rejet de la politique des intérêts. Ne suivez plus un leader politique uniquement parce qu'il est de votre tribu, de votre région, de votre famille ou de votre église. Ne suivez plus ces hommes de Dieu autoproclamés qui foisonnent partout dans vos quartiers et qui prétendent le matin déceler les sorciers uniquement dans vos familles, parmi vos enfants, alors que le soir venu, ils prophétisent la prospérité dans les salons somptueux des politiciens pour chercher de l'argent. Ne suivez plus un leader politique parce qu'il vous donne de l'argent ou parce qu'il vous fait des cadeaux pour acheter votre soutien. Parce qu'en le faisant, c'est votre propre liberté et l'avenir de vos enfants que vous êtes en train d'hypothéquer. Peuple congolais, faites de l'année 2020 l'année de votre engagement citoyen. Faites de cette année l'année de votre décision citoyenne de prendre en main votre destin. Car partout dans le monde, lorsque la classe politique déçoit, lorsque elle prouve qu'elle n'a plus de ressources nécessaires, c'est le peuple souverain qui se lève en dernier ressort
pour prendre en main son propre destin. Regardez et prenez l'exemple de ce qui se passe maintenant en Algérie. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, au Burkina. Pourtant, dans ces pays, ces peuples se sont battus et se battent encore pour leurs droits civiques de liberté. Mais pour vous, mes frères congolais, il y a plus. Vous vous battez pour la survie de la nation congolaise en tant qu'État et pour votre existence et celle de vos enfants. Je souhaite donc sincèrement, pour cette année 2020, que vous soyez des hommes libérés dans votre mental. Car je suis convaincu, comme d'ailleurs l'a dit le très sage Mahatma Gandhi, dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. C'est alors que le pays des hommes tranquilles, comme le disaient les Belges, deviendra, je le souhaite de tout mon cœur, le pays des hommes enflammés. Car cette génération des hommes enflammés pourra, j'en suis convaincu, réaliser la prophétie d'Emery Patrice Lumumba en montrant au monde ce que peut faire un Congolais quand il travaille dans la liberté. Ingeta, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et bénisse les Congolais.